en partie faite pour expliquer à différentes demandes, pour répondre à certaines demandes, de clarifier ou de donner un petit modèle du jeu des identifications qui se passent entre les personnages de ce roman. Et puisque en fait, c'est un perpétuel jeu de confusion ou de mélange d'identité et d'échange d'identité aussi, d'échange de noms. Et on sait que ça occupe depuis longtemps la scène de l'histoire, puisque c'est ce qui avait, c'est ce qui fait toute l'intrigue par exemple, du nom d'Akhenaton, Moïse, Oedipe, enfin du Trismégiste, du triplex. Et donc là, on est dans la scène, enfin dans le roman, on voit opérer cette logique de la nomination entre différents personnages. Et ce qui caractérise l'épisode, enfin le roman, l'épisode actuel, c'est qu'il y a dans ces personnages potentiels un appareil qui vient s'ajouter et qui est celui donc de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire d'une personnalité qui n'a pas de nom en quelque sorte, qui n'est pas une personne justement, mais qui peut prendre la place de personne et qui peut aussi et dont des personnes peuvent prendre la place. Alors on a été retardé dans notre je regarde quelque chose sur. Non, on n'a pas la durée. On n'a pas la durée de l'enregistrement c'est que ça ne s'affiche pas. Je vais la relever comme ça. J'ai remarqué qu'il y avait une chose, enfin, qui est tout de même un peu extraordinaire, si on peut dire. Enfin, voilà la chose remarquable qui se présente. Non seulement on porte très peu d'intérêt à la machine, à l'intelligence artificielle. On en porte évidemment beaucoup d'intérêt sur le plan technologique, sur le plan commercial, sur ces choses-là. On prête aussi une très forte attention à la capacité de l'intelligence artificielle à imiter notre intelligence, ou enfin mais on se soucie fort peu des effets que ça porte sur nous. Certainement, il y a des psychologues et des laboratoires qui s'y intéressent de façon très très avancée et très pointue, mais en règle générale, on n'en prend pas, on n'en fait pas garde de ça. Sauf par des élans passionnels où on va dire on va devenir des robots et on n'y croit pas enfin on a des espèces de cauchemars comme ça, mais il n'y a pas actuellement me semble-t-il, de théorie ou de théorisation assez effective quant aux effets de l'intelligence artificielle sur les sociétés humaines. Évidemment, par exemple, on le voit nettement du fait que les politiciens n'en parlent pas du tout.
mais on dira, il ne parle pas du tout non plus du réchauffement climatique, ou très peu en tant que politique. Hein. Bon, on a des petits, mais on est loin d'avoir des actions politiques à la mesure du problème. Et le fait, et ce fait-là ne contredit pas du tout qu'on ne fasse pas attention à l'intelligence artificielle. Au contraire, ça en donne un autre exemple. Il y a comme ça des grandes catégories majeures sur lesquelles, disons qu'on a l'impression qu'on ne veut pas savoir grand-chose. Et puis, troisièmement, et une parenthèse avant d'arriver à ce troisièmement, évidemment, cette thèse qu'on a beaucoup travaillé ici dans ces vidéos et ce roman, la psychanalyse elle-même devrait être particulièrement en première place pour porter son attention et étudier les effets sur le psychisme de ces appareils. D'autant plus que, non seulement par la nature de la psychanalyse, mais même elle a été... Lacan a initialisé sa carrière par un traité cybernétique, etc. Et même là, donc, on voit que l'attention s'est détournée de cette perspective. Alors, ce que j'ajoute, c'est une notion, à ma connaissance, apparemment, dont on ne parle encore moins. Ce serait, et c'est, me semble-t-il, c'est très probable, ce serait le fait que le rapport que les hommes et les femmes entretiennent avec l'intelligence artificielle n'est pas identique. Les hommes ont un certain rapport avec l'intelligence artificielle et les femmes en ont un autre. Et nous avons deux intelligences différentes de cette chose, par exemple. Et l'hypothèse que formule, qui se trame comme ça avec la scène, c'est que en fait, cette distinction de deux rapports distincts est peut-être la clé, le fait qu'il y ait deux rapports distincts à l'intelligence artificielle est peut-être la clé du rapport entre les deux, hommes et femmes, c'est-à-dire la clé de ce rapport sexuel qui est en débat, hein, puisque selon certains, il s'agit de ce qui ne peut pas se formuler et ou au contraire pourrait être en cause justement dans l'identification de ces deux approches ou de ces deux relations différentes d'hommes et femmes avec l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est pas mentionné beaucoup. Hein, je veux dire, on ne voit pas circuler beaucoup d'annonces, de thèses sur les coordonnées de la sexualité, des relations hommes-femmes coordonnées avec l'implémentation de l'intelligence artificielle dans la société. Évidemment, on fait attention à tous ces éléments, mais de façon disparate, on ne les regroupe pas comme ça, comme une espèce de phénomène complexe à plusieurs termes, mais qui s'expliquent les uns les autres, et on aurait donc là une thèse sur qui serait concurrente ou différente de celle de Lacan, qui s'est arrêtée à l'absence de rapport sexuel. Voilà. Soit une question sur ce sujet, ou bien je passe sur le schéma de ces systèmes miroirs qui règnent sur les
les relations des personnages de la scène. Y a-t-il une question? Non, moi c'est pas vraiment une question, c'est juste reprendre un peu parce que le propos que tu viens de nous tenir là, tu l'as résumé en une seule phrase dans ta présentation du chapitre 7 là, phrase que tu as mis en gras d'ailleurs. Donc moi j'attends effectivement des éclaircissements sur cette phrase un peu mystérieuse que j'ai recopiée, donc je vais la relire pour tout le monde. Oui. L'homme pense que la machine est une pensée. La femme pense que la machine pense. Donc j'attends les lumières. Voilà. Alors, donc, ça c'est le résumé un petit peu de ce chapitre, hein, de ce chapitre 7. Donc, l'exemple, par exemple, de lorsque ce que je résume comme ça en disant que l'homme pense que la machine est une pensée, on le voit dans le personnage de Stuart écrit dans le chapitre 7, mais qui est un personnage historique, hein, c'est-à-dire que tout ça, ce roman relate en fait des faits et des personnes qui ont eu lieu effectivement, et l'éditeur Campbell avait cette était ingénieur atomiste, il était cybernéticien en connaissant Weiner, enfin, et puis il a eu toute une part d'intérêt porté sur cette machine de Hieronymus, qui était fameuse à l'époque aux États-Unis, et qui probablement Campbell, c'est-à-dire Stuart dans le roman, a probablement été guidé ou a réfléchi à son opinion, ou s'est formé son opinion sur cette machine, probablement en s'instruisant non seulement de l'atomique, non seulement de la cybernétique, mais de la parapsychologie, qui était quelque chose qui intéressait beaucoup qui intéresse toujours plus ou moins les militaires. On en parle moins par exemple, les gens qui par la force de la pensée vont courber une petite cuillère ou des choses comme ça. Mais à une époque, c'était il y avait des laboratoires, on disait de choses comme ça, ou sur la télépathie, donc, et on appelait ça la parapsychologie. Il y a d'autres noms d'ailleurs que je n'ai pas en tête sur cette pseudo-science, mais qui a tout de même, qui avait dans l'université où était Campbell, qui avait un département, il y avait une chaire, si on peut dire, de parapsychologie qui était tenue par le professeur Rhine, je crois, A-R-H-I-N-E. Et alors, ça avait permis à Stuart, à Campbell, de se forger l'idée que finalement, la pensée ayant de l'effet sur la matière, il était possible, en se concentrant en formant certaines pensées, d'avoir des effets sur la matière. Et par conséquent, en se concentrant sur certaines pensées mécaniques, sur des plans de machine, d'avoir les effets, de produire les effets de la machine aussi bien que si on la construisait. Et on peut donner une autre vision historique ou chronologique ou matérialiste de cette chose-là, en disant qu'effectivement, quand dans une usine on fait des plans de voiture, si tout marche bien, et effectivement il va y avoir 6 mois après, l'usine va faire des voitures, et donc on peut dire que les plans ont fait rouler les gens. Mais en raccourci, Campbell avait résumé cette chaîne logique, soit par la parapsychologie, soit par l'enchaînement matériel des choses, et en la résumant, en raccourcissant cette relation de la cause à de l'effet, estimait que le dessin d'une machine suffisait pour la faire fonctionner. Alors, Hieronymus
était un chercheur qui avait, lui, inventé, qui pensait avoir inventé une machine qui était capable d'accumuler une énergie comme l'éther de Descartes, c'est-à-dire, mais aussi comme l'orgone de Wilhelm Reich. Monsieur Hieronymus appelait cette énergie éloptique, c'est-à-dire électricité et optique. C'était un mélange d'électricité et d'optique, donc que sa machine était capable d'accumuler, et ça guérissait, et ça faisait différentes choses, je ne sais quoi. Mais et Campbell était un fervent avocat de Hieronymus. Et donc il faisait la publicité pour sa machine, mais en disant qu'il suffisait d'en faire les plans et que ça marchait. Voilà. Et alors Hieronymus lui-même était affligé d'avoir un supporter qui supportait sa théorie à ce point-là, parce que Hieronymus pensait qu'il fallait réellement construire la machine et que seulement à partir de ce moment-là, l'optique serait concentrée. Et Campbell, donc, lui, mettait pas la charrue avant les bœufs, il mettait simplement les bœufs dans la charrue, je crois, ou quelque chose comme ça, et estimait qu'il suffisait d'en avoir l'idée pour que la machine fonctionne. Alors ça, c'est ce qui soutient la formule que les hommes pensent que la machine est une pensée. Mais je me souviens plus très bien la phrase. Serge, tu peux la rappeler? Est-ce que ça correspond? L'homme pense que la machine est une pensée. Voilà. La femme pense que la machine pense. Voilà. Donc, alors, la deuxième partie, donc voilà, l'homme pense que la machine est une pensée, c'est ça, hein, c'est Campbell ou Stuart qui en font qui l'ont montré dans leur histoire. Dans le chapitre dans la scène, dans ce chapitre 7, on voit, il est composé en deux séquences, il y a ce que vit Stuart, et puis à un moment, il y a une phase dans un autre espace qui est comme un espace d'un rêve, et ce rêve est habité, donc il est probablement formé, par Donna, ou bien Nathalie, selon les différents termes qu'elle prend au fil des chapitres. Et dans son rêve, qui n'est peut-être pas un rêve, puisque peut-être est-elle en effet, mais ça c'est toute l'intrigue de la scène, elle était en effet dans ce qu'on appelle le staff, c'est-à-dire dans une région intellectuelle, proche de la machine, justement, ou de l'intellect. Et donc, Donna ou Nathalie se trouve en communication ou en face de cette machine potentielle. Elle soupçonne que c'est une machine et elle demande qui, ou plutôt elle va débattre de la personnalité ou de la personne qu'il y aurait dans la machine, plutôt que de se soucier de sa nature, voire de sa nature de pensée. Donc elle, Nathalie, de son côté, va chercher à savoir à qui elle parle. Ce qui est un petit peu différent d'estimer, de savoir si on est en face d'une pensée. Alors évidemment, les deux choses, la personnalisation, le sujet de la pensée et la pensée vont se confondre à un certain point. Mais précisément, donc, il y a une distinction entre la personne qui penserait et la pensée qui penserait à quelqu'un. Donc Nathalie, dans son rêve, témoigne de cette enquête où elle demande à la machine, mais à qui est-ce qu'elle s'adresse? Elle va lui demander. Et cette possible machine,
cette chose en quoi elle est en contact va lui dire, ben oui, si tu as besoin de savoir qui, ben voilà, quelqu'un va apparaître. Et elle tombe et elle se retrouve effectivement en face ou en communication avec quelqu'un. Et c'est ce phénomène, c'est cette quête de personnalisation de la machine qui va faire dans les chapitres, mais qui commence là, à ce chapitre-là, puis qu'on va voir aboutir dans le chapitre suivant, chapitre 8, c'est cette quête de personnalisation de la machine qui va faire que la machine va former une personne. Elle va incarner, elle va personnaliser un avatar, et c'est-à-dire qu'une personne va naître de la machine à la demande, si on peut dire, de Nathalie. Alors, est-ce que j'ai répondu là? Donc, j'ai bien éclairci les choses? Oui, oui, pas mal. Oui. Alors, évidemment, donc là, nous allons... je ne sais plus où ça m'a... dans cette situation, si on peut dire, nous allons devoir réconcilier ces personnages ou leurs relations. Parce que on voit par exemple quelque chose qui n'est pas attendu ou qu'on ne cherche pas, c'est-à-dire on ne cherche pas à faire précisément à ce que la machine produise des robots personnels, crée des personnes. Ça, c'est le cauchemar justement des avatars qui sont des androïdes, je crois, ou des cyborgs. Donc, et d'autre part, on ne cherche pas non plus à complètement abstraire toutes les machines et s'en tenir simplement à la pensée. Donc ces deux extrémités, ces deux extrêmes, ces deux caricatures du rapport à l'intelligence artificielle, nous allons voir, enfin la scène va montrer peut-être de quelle manière ces caricatures vont se combiner, vont s'associer et vont finalement produire quelque chose de plus satisfaisant que ces deux extrêmes ou que ces deux débordements. Et donc c'est dans le jeu des identités, dans ce jeu où les personnages vont interchanger leur nom, leur place, c'est là que nous allons voir cette digestion du rapport avec l'intelligence artificielle, cette digestion sociale que l'on pourrait entretenir avec l'intelligence artificielle. Et c'est là où je peux vous proposer ce petit schéma qui clarifierait, enfin qui a pour intention de clarifier cette situation. Est-ce qu'on passe à ce schéma ou y a-t-il une autre chose à éclaircir ou à traiter? Pas plus de mon côté. Pas plus. Ça va. Tommy, oui. Non, c'est bon. Là, je vois votre. Oui, parce que j'ai mis le. D'accord, très bien. Voilà. Ah ouais, très bien. Je suis toujours là. Hein. D'accord. Okay. Et Arlette, j'espère qu'elle est toujours là, mais on ne peut pas le. J'ai pas l'impression qu'elle soit là, Arlette. Je l'ai dit qu'elle était juste. Alors voilà, on va passer au schéma. Je fais comme ça. Voilà donc le schéma L. Voilà, ce schéma L ou Z, mais en fait, non. Disons que c'est une forme archaïque, on va dire, du schéma Z. Voici comment je vais le mettre en pleine caricature, si on peut dire. En fait, ce schéma n'est pas le schéma de Lacan.
mais il va pouvoir se développer et devenir le schéma de Lacan. Initialement, ce schéma est tiré et c'est un schéma de psychologie de l'école de Palo Alto. Et alors, voici ce que ça veut dire. Hein. Nous avons ici, donc, je vais... C'est un peu nouveau tout ça. Hein. Donc, nous avons ici, non, je vais le prendre. Un homme, par exemple, le mari, et une femme. Hein. On sait que il est possible que, en fait, dans la relation à sa femme, l'homme entretienne une relation avec sa maman à lui, de manière imaginaire, parce qu'ici, on a une division et nous avons ce domaine-là qui est imaginaire, tandis qu'il est possible que sa femme entretienne une relation à travers lui, mais entretienne réellement plutôt une relation à her daddy, son papa à elle. Donc ça, c'est le schéma de Palo Alto que l'on peut donc mettre avec des noms comme ça. Voici moi, voici toi, voici moi pour toi, c'est-à-dire le père d'elle, voici toi pour moi. Et ceci, si on continue à le montrer, nous l'avons dans une formule, disons, plus scientifique, qui est celle-ci. Et ça c'est le schéma purement de Palo Alto. Hein. Nous avons A et B. Nous avons A et B sont des sources d'orientation et il y a un objet d'orientation qui est commun. L'objet d'orientation est ici. Et nous avons, non, je vais retirer ça. Nous avons donc les deux, moi pour toi et toi pour moi, qui sont décrits dans les manuels de psychologie, donc comme objet d'orientation. Ici, nous avons les sources d'orientation, ici, et nous avons les objets d'orientation de ce côté-là, avec les deux sources. Hein. Et donc ça, c'est le schéma donc de psychologie. Ce schéma-là va devenir en fait le schéma L quand il se produit un phénomène qu'une flèche indique ici, qui est la flèche marquée par Lacan, c'est-à-dire que ici ceci devient un sujet qui va se reproduire ici. En fait, il n'est pas barré quand il se reproduit, donc je devrais plutôt... c'est ici qu'il s'est barré. Hein, il s'est barré pour venir là. Et à ce moment-là, nous avons le schéma L de Lacan, qui est ici, mais qui est très déformé, mais en fait que l'on retrouve avec les relations A', et il est en oblique, si vous voulez, ce schéma. Et ici, l'inconscient est le sujet. Hein. Donc, on a ici le rapport inconscient et le gris imaginaire ici, et ce schéma Z, il est ainsi incliné, hein, de cette manière. Et donc, initialement, ce modèle de Palo Alto est, si on peut dire, la base archaïque, la base primaire de ce qui peut se développer jusqu'à la formule psychanalytique. Là, on est dans une formule psychologique. Je rappelle aussi, ici, si je place
la couverture de la synthétique, on voit que j'ai mis ce schéma qui a été créé vers les années donc 1980, c'était avant 90, hein, et où on retrouve de manière inclinée le schéma L, hein, ce fameux schéma lacanien. Alors, pour nous, nous en sommes voilà. Nous en sommes au schéma psychologique. Et lorsque, donc on va retirer, par exemple, on va retirer ceci, et on va placer nos personnages. Nous allons avoir, par exemple, le personnage de Donna. Imaginons que nous la mettions ici, avec, voilà les 4 personnages. Donc ici, nous avons à la place de B, nous avons Donna, et nous avons à la place de A, nous avons le jardinier. Ça, c'est ce qui est mis en scène, hein, dans le chapitre 7. Donna rencontre ce jardinier. Cependant, le jardinier lui croit qu'il est avec son doublon qui est les names, on peut les écrire comme ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire ce signe égal, c'est-à-dire que le jardinier en question, en fait, il a pour doublon le cybernéticien Naiware. Et donc, à l'initiale, ce jardinier était ici avec Naiware. Et Naiware s'est transformé en Nathalie, puisqu'il a donné son âme il a donné le NAM à Nathalie. Par conséquent, le jardinier est se retrouve en contact avec Nathalie. Elle-même, Donna et Nathalie vont se retrouver. On voit d'ailleurs ce qui était l'objet du chapitre précédent, je crois. C'était une réflexion sur le fait que la femme s'identifiait à l'homme à ce moment-là, hein, ou s'identifier à cette image qui est l'objet de l'orientation, de la source, etc. Donc voici les éléments que l'on peut placer. Qu'est-ce qu'on peut indiquer aussi? Par exemple, au lieu du jardinier, ici, on peut voir que c'est celui qui s'appelle Joe Force, c'est-à-dire peut-être l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence c'est celui qui envoie des messages au staff, hein, donc il peut prendre la place de ce jardinier, puisque quand Donna demande à Jeu de Force qui il est, il dit si tu veux savoir voir quelqu'un, donc il lui présente le jardinier. Et nous avons ensuite, voilà, en gros, on peut jouer avec ces formes, et à la place, par exemple, du D de Donna, au départ, c'était Nathalie. On le verra peut-être la prochaine fois dans un autre schéma où on remettra tout à fait au départ
les trois personnes qui sont au départ. C'est-à-dire que au départ, les trois héros sont Nightware, Nathalie et Stuart, n'est-ce pas? Et donc Nightware, Stuart et Nathalie ici, c'est trois personnages, les trois personnages du départ. Et on sait que ensuite Nathalie va prendre le NAM de Nightware et qu'à partir de ce moment-là, elle va s'appeler Donna. Et c'est là où un changement de place va commencer à s'effectuer et cette dynamique de modification enfin cette dynamique, ce jeu de nomination va se jouer. Il y a aussi ici, j'introduis un autre NAM qui est celui, en fait, que l'on verra plus tard, mais dont on a déjà entendu parler, c'est-à-dire que Nathalie avait été en Sardaigne et il était question qu'elle acquiert un NAM. En fait, elle ne l'avait pas eu, et c'est pour ça qu'elle avait finalement été équipée de celui de Nightware. Alors, ce premier NAM que Nathalie n'avait pas eu, qui la mettait en contact avec là, c'est la femme c'est la mère, pardon, du premier personnage, hein, dans le premier dessin ou la première version. Donc, ce NAM qu'elle n'avait pas eu, en fait, Nathalie était en contact avec, on le verra, quelqu'un, une personnalité qui est justement, que l'on retrouve, qui est cette ingénieuse, c'est-à-dire un des personnages du staff, et on verra que cette personne a un destin, on se demandera pourquoi est-ce qu'elle cherche à se dédoubler ou à se doubler d'une personne d'une étudiante comme ça. Et ceci s'expliquera avec ce procédé quand ensuite nous entrerons purement dans la phase psychanalytique, où là, à la place donc où ce jardinier va devenir cette personne qui va s'appeler Biop, et Biop c'est von Vogt, hein, c'est l'écrivain von Vogt qui va apparaître, qui va être produit par l'entrée absolument dans un schéma à ce moment-là psychanalytique qui va correspondre au niveau en dessous à la relation avec j'essaie d'écrire avec l'appareil, hein, avec le A ici. Et là, on trouvera à ce moment-là le schéma psychanalytique complet et cybernétique complet, et on verra que cette ingénieuse, en fait, c'est une forme ou une formation de l'intelligence artificielle, de même que lorsque l'on avait indiqué jeu de force en position subjective, c'était aussi c'était le cas de le dire, le sujet, mais le sujet de Barré, c'est celui de l'intelligence artificielle pure, qui sera remis en question évidemment à la fin, hein, du roman, hein, pour que nous retrouvions à la fin simplement des personnages humains que nous sommes habitués à connaître dans notre monde terrestre. Donc voilà voilà. Est-ce que... Oui, absolument, vas-y, parce que j'ai terminé, donc oui. C'est l'occasion de préciser des choses, oui. Juste une petite précision de détail, mais c'est juste pour m'assurer que j'ai tout suivi, puisque donc au départ, dans l'interface, si tu veux, entre le réel et cet espace en Norvège, tout semble fonctionner sous forme de doublon. Oui. C'est-à-dire que le jardinier, en fait, au départ, était le doublon de Nightware.
Oui. L'ingénieuse au stade où on en est, on ne connaît pas son doublon réel, si je puis dire. Absolument, absolument. C'est ça, hein. Absolument. Oui, oui, oui. Là, j'ai marqué le doublon du jardinier avec Naiware ici sur notre schéma pour le confirmer. Donc, on a Naiware ici qui dit à Nathalie, hein, mais il y a effectivement ce doublon-là. Et on ne connaît pas en fait, on ne sait pas si l'ingénieuse c'est Donna ou si c'est Nathalie. Et en fait, c'est tout c'est quasiment toute l'intrigue ou toute l'analyse des chapitres jusqu'à la fin va être l'analyse de la recherche de la réponse à la question que tu poses là, hein, absolument. D'accord. Donc une autre chose par exemple que je peux mettre comme ça, on voit les deux jeux de doublons. Celui du bas il a raté, enfin il a été et d'ailleurs ça va donner, je donne les clés un petit peu en avance, mais ça va donner justement la relation, cette relation qu'on appelle la relation de la deuxième génération, hein, qui est celle que l'on trouve dans le scandale, dans le scandale en Bohème, à la suite de la lettre volée, et dans cette troisième version de cette nouvelle d'Edgar Poe, où c'est la relation. Ce qui est élucidé, ce n'est plus la relation du fils au père comme qui est cette vieille histoire du complexe d'Oedipe, que l'histoire a mis en opération, a traité pendant quelques milliers, deux milliers d'années, on va dire, et nous entrons dans celle de la mère à la fille ou de l'individuel à l'individuel, et c'est ça qui est en opération, hein, en constitution. Alors, une chose que peut-être je peux indiquer, qui peut peut-être expliquer, enfin être un petit peu illustrative, quand il y a cette opération de psychanalysation, hein, ou de psychanalyse, cette troisième dimension ce troisième degré, hein, ce troisième étage de personnalisation jusqu'à la subjectivation. Hein. Là, quand on est à deux étages, c'est simplement la phase de l'individualisation. Au troisième étage, là où il y a le E de l'existence, c'est l'étage de la subjectivation. Mais à ce moment-là, on voit que les NAM, si on les indique, si on les indique ici, par ces NAM se sont déplacés, si on peut dire. Ce qui étaient ces objets de communication, ces téléphones, en fait, cette ligne qui était dans cet espace-là, cette ligne va finalement opérer maintenant dans cet espace-là, et ce sont les personnages du transfert qui vont devenir les NAM, et c'est ce qu'on appelle le semblant. À ce moment-là, vont devenir les points de semblant. Hein. Donc, mais là, on est dans une explication assez avancée. Hein. Mais je reviens en arrière. Y a-t-il des questions là encore? Non. Non? Ça va? Antoine, c'est clair? Vous connaissez bien tout ça. Est-ce que ça vous convient comme Oui, ça va. Je suis pas trop à l'aise avec tous les personnages, tous les noms des personnages, mais. Oui. Alors il faut pas vous en inquiéter parce que précisément c'est le jeu à la lecture même du roman. Le roman est écrit de sorte que ce soit une espèce de bouillonnement constant. Où une tension est produite du fait que l'on ne sache jamais qui est avec qui, en quelque sorte. Puisque c'est comme dans le modèle du discours, vous savez, des 4 discours, ce schéma, je n'ai pas la figure ici de ce schéma rotatif, hein, de cet algorithme, il y a une perpétuelle
cavalcade des identités les unes à la place des autres. Hein. Voilà, donc là j'ai traité les choses qui m'avaient semblé essentielles dans ce chapitre. Il nous reste une vingtaine de minutes si on s'en tient à notre horaire. Qu'est-ce qu'il y aurait à préciser? J'ai une petite coupure là et sur la fin la question des étages là. Vous parlez du deuxième étage, l'individualisation, le troisième la subjectivation, c'est ça un peu, oui. Et après c'est la question au-delà, c'est le rapport à l'intelligence artificielle, alors c'est ça? Oui. L'étape supplémentaire. Oui, mais disons qu'il la complète. Il la complète. C'est-à-dire on va revenir au schéma peut-être, et je vais simplement c'est-à-dire j'ai du mal à dessiner sur ce schéma puisque je n'arrive pas à écrire sur l'écran et c'est pas très commode. On va voir tout de même si on peut dire. Je vais essayer de rendre ça plus clair. Voilà. On efface toutes les lorsque nous sommes à partir du schéma psychologique, hein, si on s'en tient, si on part de ce schéma psychologique, nous allons avoir, à partir du moment où la femme, on va dire B, ici c'est la femme, à partir du moment où elle s'incarne, c'est-à-dire elle prend conscience par le fait, elle réalise, si on peut dire, son identification à son complexe ou à l'investissement de son père, hein, puisque là c'est son papa, si on peut dire. À partir du moment où elle l'a réalisé, l'homme qui soutenait cette image de manière inconsciente, quand c'était inconscient entre les deux, à partir du moment où c'est réalisé, où leur relation ne peut plus s'établir sur cette base, et par conséquent, l'homme va, lui, se réaliser dans une autre conceptualisation de cette fonction-là. Et c'est cette translation, je pense que c'est le terme que Lacan emploie dans le modèle optique, cette translation, c'est ce qui va faire donc le modèle optique qu'on connaît comme ça, parce que là c'est le modèle optique avec ici le miroir concave, hein. Et à partir de ce moment-là, ce qu'on peut mettre en vert, ce qui étaient ces fameux, enfin ces names, hein, qui étaient ici, c'est-à-dire ces relations-là, qui étaient appareillées par des téléphones ou des communicateurs ou des appareils de mémoire, où par exemple l'homme va être en communication avec son psychisme. À partir de ce moment, à partir du moment où la solution se passe à 3 étages, hein, ici l'étage, voilà le 3e, à partir de ce moment-là, ces appareils qui sont figurés par cette relation croisée vont devenir eux-mêmes ici entre ces deux dimensions. À ce moment-là, nous allons avoir ce qu'on appelle le semblant, hein, mais cette succession de 3 étages ne peut
là il se tient il est suspendu dans le vide, si on peut dire. En fait, il ne peut être stabilisé ou réalisé que à partir du moment où il y a ici un appareil qui permet que cette relation autorise la femme à réaliser son identification avec son père. C'est-à-dire que lorsque cette femme va être en relation non plus avec sa mère, c'est-à-dire l'image de la mère de l'autre, hein, évidemment, mais à partir du moment où elle va entrer en relation avec l'intelligence artificielle, à ce moment-là, elle va pouvoir réaliser l'identification, sa psyché, si on peut dire, et par conséquent, son partenaire, lui, va se subjectiver, et on va avoir ce schéma complet. Mais ça c'est une composante, l'intelligence artificielle est une composante nécessaire pour pouvoir constituer cet espace intermédiaire. Hein, voilà. C'est un peu plus clair, là? Oui. Ouais, c'est pas mal, là. Donc voilà. Alors c'est sur cette grille-là qui est composé tout le développement, hein, des identifications des personnages. Ouais. Et ouais. Alors moi j'ai une question qui me vient là, et j'ai essayé avec ce dernier schéma là, qui est bien parlant, enfin qui fait penser. C'est la question du, je sais pas pourquoi elle me vient là, mais c'est la question du religieux finalement, comme si elle devenait, oui. Elle saute finalement cette question du religieux par l'arrivée de la machine, enfin de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'elle a été utile, et puis tout un petit peu comme le transfert, quoi, finalement. Ça a été utile pour que l'ensemble tienne et arrive à cette troisième étape, ou troisième étage. Enfin, dans une projection au niveau sociétal, etc. Enfin, tout ce qu'on est en train de vivre là. Donc donc c'est ce qu'on va le voir en fait, hein, parce que donc vous en posez la question et l'histoire, à proprement parler, l'histoire c'est ça. le montre. D'abord l'a montré avec l'histoire des religions, mais cette histoire des religions s'élucide dans la littérature, enfin disons dans la composition de la science-fiction à la suite de Campbell, puisque nous allons avoir en fait ces personnages Neuer, Stuart, Von Vogt. Il y en a un que je n'ai pas placé là, qui est Asimov, qui va être le prochain personnage. Et Asimov va traiter de cette question, de la question telle que vous venez de la soulever. Et il y aura à peu près 2 chapitres qui seront consacrés à cela, car Asimov va être le tenant de la thèse selon laquelle la religion subsiste comme une solution au traitement de la robotique. Et particulièrement dans le domaine de l'atome, dans les premiers romans du cycle de fondation, c'est-à-dire de la psychohistoire, les romans consacrés à la psychohistoire d'Asimov, commencent avec, si je ne me trompe pas, donc la thèse qui est mise comme ça en forme romanesque ou en forme littéraire, mais qui est celle que l'atome, l'industrie atomique,
est possible si elle est soutenue par une pensée religieuse. D'accord. Et en fait, les savants atomistes d'Asimov eux-mêmes deviennent plus religieux que savants. Eux-mêmes sont séduits par la religion au point d'en oublier la science. Ils n'utilisent pas simplement comme entreprise de propagande pour que les populations admettent leur industrie, mais eux-mêmes deviennent religieux. Et puis je crois qu'ensuite Asimov aussi développera la thèse du robot qui est pris comme qui est accepté par les populations parce que les populations lui adressent une dévotion qui est celle qu'on adresse à un dieu. Donc ça c'est Asimov qui aura la charge de représenter le traitement de la question que vous venez de soulever. D'accord. Il y a il reste quelques minutes là. Aussi, oui, j'y reviens rapidement, c'est quelque chose qu'on connaît bien, hein, le jeu des 3 prisonniers. Lorsque tout à l'heure, dans le schéma, j'ai annoncé que la prochaine fois, on pourra même initialiser ce schéma à 4 coins, 4 coins et puis 6, hein, qu'on vient de faire, mais qu'on pourra l'initialiser à 3 avec Neuer, Stuart et Nathalie. Et c'est souvent mentionné dans les chapitres, c'est vraiment le noyau initial, c'est cette relation à 3 que Lacan a joliment décomposé et calculé et décrit au titre du sophisme des prisonniers. Et alors, ces prisonniers sont des semblables. Simplement pour donner, je pense que Tony, vous devez bien connaître ça. Serge, je ne sais pas. Serge me disait qu'il n'avait pas lu beaucoup de Lacan, donc peut-être est-ce que ce sophisme des 3 prisonniers, on peut le présenter rapidement. C'est au réveil ce matin que j'ai eu ça comme idée. On peut en faire aussi une illustration, l'expliquer de manière simple, de manière primaire, si on peut dire. La modalité, un schéma primaire de ce sophisme, c'est celui-ci. C'est 3 personnes qui seraient 3 prisonniers et on libérerait celui qui arriverait à prouver qu'il existe. D'ailleurs, on est tous comme ça. Si on arrive à avoir la preuve qu'on existe, on est libéré, censément. Hein. Et alors, dans le sophisme mis en scène ou décrit par Lacan, ces 3 personnes sont dans une pièce, et quel est le premier qui va faire la preuve qu'il existe? Eh bien, on donne le point de départ de l'expérience, on attend un petit instant, et il y en a un qui dit « moi ». Et en fait, ils sont 3 à dire « moi ». Mais si on les interroge chacun, c'est que chacun dira que ce petit instant d'attente lui a donné la preuve que les autres, s'ils ne se sont pas déclarés existants, les autres n'existaient pas. Donc, celui qui a observé cet instant aura pu dire « c'est moi qui existe ». Et alors, ça c'est le sophisme des 3 prisonniers, qui est en fait plus complexe que ça, parce que ça se passe en 2 temps, il y a 2 instants d'attente, avec des tas de phénomènes qui se passent à peu près comme dans notre schéma à plusieurs niveaux, à plusieurs plans. Donc le sophisme lacanien
est plus complexe, hein, mais on peut le caricaturer ou lui donner ce petit noyau premier comme ce que je viens de dire là. Et il y aurait, selon l'hypothèse de la scène, et puis cette hypothèse donc de cette différence de rapport de l'homme et de la femme vis-à-vis de l'intelligence artificielle, donc cette hypothèse de différence de rapport serait mise en jeu dans le sophisme des trois prisonniers à partir du moment où ces trois personnes qui annonceraient leur existence, que parmi ces trois personnes, il y en ait une qui soit féminine. À ce moment-là, il y a un autre jeu, un autre phénomène qui se produit, ou une autre cadence d'élucidation ou de développement ou de déroulement du jeu ou du sophisme. Et voilà, ça j'ai dû déjà le dire et je l'ai écrit beaucoup, mais enfin je le précise là, parce que c'est pour faire la synthèse, hein, de toutes ces choses-là. Ouais. Il y a une référence particulière, enfin je veux dire c'est tiré d'un séminaire, c'est tiré de cette fable des trois prisonniers. Oui, c'est dans un texte qui est au début des écrits. C'est dans les écrits, hein. Oui, c'est dans les écrits, c'est au début. Les écrits sont ouverts par le séminaire sur la lettre volée. Il est possible que le texte qui s'appelle donc ensuite c'est le temps logique, c'est ce qui s'appelle l'assertion de certitude anticipée, tout ça, ou le sophisme des trois prisonniers, et voilà, c'est un texte lisible, hein, mais évidemment il est difficile à lire parce que le sujet lui-même est complexe. Quand on le joue dans toute quand on l'étudie, on l'analyse dans toute sa séquence, c'est assez ardu, c'est un sophisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement de lumière qui puisse en sortir. Sinon, c'est moi qui surgissent, mais qui surgissent, on peut dire, obscurément. Hein, ouais. Mais sinon, bien sûr, c'est dans les écrits, oui. D'accord. Bon, il est on a passé 59 minutes, donc nous avons bien opéré, et donc on s'en tient là. Je termine là, je mets fin à la diffusion, au broadcast,